Bonjour, mon nom est John Colibri. J'ai créé en 1980 l'Institut Pascal, où j'exerce depuis cette date des activités de développement. Je développe des projets pour des clients. J'anime des formations tous les mois sur des sujets concernant essentiellement le développement en Delphi. Et dans le temps qui me reste, j'écris des articles sur un site www.jcolibri.com qui couvre à peu près tous les domaines, la programmation objet, les techniques d'écriture de composants, UML, TCP/IP, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler des Live Bindings XE2, qui sont donc une technique qui permet d'évaluer dynamiquement des expressions pour relier des composants entre eux au moment de l'exécution. Dans l'ordre, nous allons commencer par présenter un exemple simple qui permettra simplement de voir les live bindings en action en utilisant FireMonkey. L'essentiel de cette présentation sera concerné néanmoins par l'analyse, la présentation des live bindings au niveau du moteur, l'évaluation d'expressions simples, donc sans composants visuels VCL. Nous présenterons à ce niveau-là donc les évaluations d'expressions simples. Les méthodes qui nous permettent donc de faire des traitements, enfin ce sont des fonctions du style minimum, maximum, etc. Dans les expressions, nous pouvons inclure des objets. C'est en fait réellement la finalité des live bindings, pouvoir calculer par exemple dans la source, dans l'expression de départ des datasets et dans le résultat des bgrids par exemple. Donc il faut pouvoir traiter des objets, c'est ce que nous voyons à ce titre-là. Alors lorsque les expressions que nous évaluons ne sont pas compatibles au niveau des types, nous pouvons utiliser des fonctions de conversion du style intoString et compagnie, et nous pouvons même réaliser nos propres fonctions de conversion. Maintenant, les plus importantes, les expressions les plus importantes concernent essentiellement des liaisons dans lesquelles vous avez des expressions en entrée, par exemple un dataset, et des expressions en sortie, par exemple un dbgrid. Nous présenterons donc cette technique d'expression des strings en entrée et en sortie. Et à ce titre-là, vous avez deux types d'expressions, des bindings managés et des bindings non managés. Managés, ça veut dire que quand vous modifiez les valeurs de la source, la destination est automatiquement réévaluée. Non managés, c'est à vous d'explicitement appeler la fonction evaluate qui va donc calculer le résultat. Finalement, donc, nous verrons tout de même des composants visuels, ceux qui sont utilisés par la VCL. Donc, nous ferons un exemple avec les binding lists et nous présenterons rapidement l'éditeur d'expressions qui est très précieux pour voir exactement quelles sont les expressions que nous avons présentées et les évaluer au moment de la conception. FireMonkey est la toute nouvelle architecture qui est présentée avec Delphi XE2 et qui a l'avantage de permettre de réaliser des applications à la fois pour Windows 32 bits, Windows 64 bits et aussi de les déployer sur Mac OS X et sur iOS, donc les iPhones, iPad, Touchpad, etc. Très bien, alors cette architecture contient essentiellement des composants visuels. Toute la partie donc de composants non visuels, les timers, les T-string list, les T-datasets, INDI, tout ça fonctionne normalement comme sur la VCL. Mais pour arriver à parvenir à réaliser des applications qui soient affichables à la fois sur Macintosh et sur les iPhones, cette architecture dessine littéralement tous les contrôles visuels. Il dessine les rectangles pour une boîte d'édition, le carré, etc. Et donc ce qui est au cœur de FireMonkey, c'est une mécanique à la fois une hiérarchie d'objets, ils ont donc un héritage comme les composants VCL normaux, et surtout ils ont un style qui permet d'expliquer comment sont rendues les différentes couches pour présenter par exemple une checkbox avec le rectangle, le petit carré avec la croix, et ce que comporte donc une checkbox avec des effets, des animations, qui présentent un aspect tout à fait moderne. Alors, cependant, comme Delphi avait la maîtrise complète de cette nouvelle architecture, ils ont opté pour une solution qui ne comporte pas de composants spécifiques aux bases de données. Donc si nous voulons afficher dans un edit, dans une list box,
Dans une image, par exemple, nous utilisons des composants normaux, des boîtes d'édition, des listes box, et d'une certaine façon, nous les relions à des datasets. Et c'est à cet endroit-là qu'intervient donc le live binding. Donc le premier exemple pour vous montrer combien c'est simple d'utiliser les live bindings, nous allons donc relier un dataset qui utilise donc Fish Factory, donc la base de poissons exotiques classiques de Delphi, et présente donc les valeurs d'un ou plusieurs champs de cette base dans des composants FireMonkey, donc des contrôles visuels, par exemple des DBEdit. La grille c'est un peu ambitieux, nous la présenterons en fin de session si le temps reste. Donc voici la démonstration. Voici donc une application FireMonkey. Je vais simplement démarrer par File et ensuite New FireMonkey High Definition Application. Bien, j'ai déjà déposé pour aller plus vite donc un client dataset qui est relié à Fish Factory et un data source qui est donc lié à ce dataset. Pour réaliser la partie donc live binding, je commence par descendre un bind scope, donc tbind scope db, et je le relie au data source. Ensuite, j'ai besoin d'un tbind list, tbind list, voilà. Et maintenant, sur le débit qui va donc me présenter l'un des champs de ma table, je vais donc créer donc un binding, une expression de binding. Pour ça, dans l'inspecteur d'objets, j'ai donc en bas New Live Bindings. Voilà. Et j'utilise directement le champ tbind db edit link. OK? Alors, ce champ-là, donc, me présente ici directement dans l'inspecteur d'objets. Alors, vous noterez que j'utilise maintenant à présent énormément le structure qui me permet bien de voir comment sont organisés les composants FireMonkey. Vous savez certainement que ceux-là peuvent s'empiler les uns sur les autres. N'importe quel composant peut être un fils d'un autre composant, donc il est très précieux de voir exactement comment sont organisés ces composants. Quoi qu'il en soit, donc là j'ai donc le lien bind db edit link, et là-dedans, donc je lui dis que le data source c'est le bind scope qui est là, et ensuite il suffit que je précise quelle est la colonne qui m'intéresse. Donc là, je prends par exemple common name pour ce poisson. Pour arriver à nous déplacer d'un champ à l'autre, nous pouvons ajouter donc un navigateur, donc tbind navigator, voilà. Et celui-là, je vais donc le relier au niveau donc de bind scope, voilà. Et maintenant, j'exécute. Je peux donc me déplacer dans ma base de données. Donc vous voyez, pour les bases de données en FireMonkey, tout a été extrêmement simple parce qu'ils ont utilisé leur mécanique que nous allons présenter juste après, en encapsulant parfaitement toutes ces fonctionnalités, ce qui fait que l'utilisation des live bindings en FireMonkey est extrêmement simple. Voyons donc à présent comment fonctionne cette mécanique donc d'évaluation, le moteur d'évaluation des live bindings. Au niveau 0 de la mécanique des live bindings se trouve donc simplement un moteur d'évaluation d'expression. Nous fournissons dans une string 2 plus 6 fois 7 et le moteur va nous calculer le résultat de cette expression. Cette expression peut naturellement contenir des variables. Par exemple, montant toute taxe devient montant hors taxe que multiplie parenthèse 1 plus taux de TVA, parenthèse. Et donc quelque part, il faut que cette mécanique prévoie le stockage des variables. Une variable, c'est fondamentalement donc un nom, un montant, une adresse mémoire où on va le stocker, et un type, est-ce que c'est un réel, un entier, un extended, etc. Donc ça, c'est représenté dans la mécanique des live bindings sous forme de scope, iScope, scope, un environnement, et il existe donc toute une série de scopes possibles, et la mécanique des live bindings est capable d'empiler donc les scopes, vous avez les globales, les locales, bon, une mécanique similaire, fondamentalement le display du compilateur de VIRT de 1973, donc un environnement, et donc nous fournissons l'environnement, nous remplissons l'environnement, et nous fournissons l'expression. Montant devient, etc. Alors, pour cela, nous créons donc un expression binding, qui est une classe qui va contenir à la fois un environnement et la string, l'expression que nous voulons calculer.
Alors, expression binding a une méthode evaluate, et cette méthode se chargera premièrement d'analyser la source, donc un lexeur et un parseur. Il va ensuite construire un pseudocode, réellement un pseudocode, on peut d'ailleurs l'afficher, je l'ai présenté un article sur mon site. Il affiche donc, il contient donc un pseudocode, et ce pseudocode est évalué. Il y a un évaluateur qui analyse le pseudocode, qui évalue chaque étape, et qui retourne donc la valeur correspondant à la valeur de l'expression. Nous allons donc faire une petite application Delphi dans laquelle nous allons créer donc un scope, une expression, et nous aurons une boîte d'édition dans laquelle nous pourrons taper différentes expressions pour voir comment se comporte ce moteur. Donc voici la démonstration. Donc pour cette conférence, j'ai préparé une petite application qui comporte toutes les étapes donc de l'évaluation par les live bindings. J'ai donc ici toutes les fonctionnalités et en gros ce qui vous attend d'ici la fin de cette conférence. Et nous allons commencer par evaluate, simplement l'évaluation d'une chaîne en entrée. Alors, pour évaluer cette chaîne, je vais commencer par présenter un tout petit utilitaire qui m'affiche un iValue. Donc, quand evaluate va me rendre un iValue, je vais appeler display iValue. Fondamentalement, je vais tester les différentes valeurs possibles donc de cette iValue. J'utilise donc getValue et getType qui sont des fonctionnalités donc de RTTI. Et si la valeur est vide, je retourne le fait que c'est vide. Si c'est un objet, donc là je ne peux pas afficher toutes les propriétés de l'objet, donc à ce moment-là j'afficherai simplement le nom de la classe. Et si ce n'est pas un objet, si c'est une valeur littérale, à ce moment-là j'utilise ici donc à la fois quelque chose qui me retourne le type et ensuite quelque chose qui me renvoie la valeur. Très bien. Alors pour la partie donc de l'évaluation, je vais utiliser donc ici F12. D'abord une fonction qui va donc me retourner une string, et cette string, je vais les afficher dans un mémo pour que vous voyez le résultat de l'évaluation. Fondamentalement, je crée d'abord un scope, le scope le plus simple qui existe donc à l'aide de tDictionaryScope, et je crée ma fameuse binding expression en appelant une classe utilitaire qui s'appelle tBindings, qui a des fonctions de classe essentiellement, donc createExpression. Alors celle-là va recevoir dans une de ces versions simples vraiment le scope, donc simplement ce qui va me contenir donc mon environnement de base, simplement donc l'environnement pour ma string, et la chaîne que j'aurai tapée dans mon edit, et donc c'est ça qui va être évalué. Une fois que j'ai créé mon binding, j'appelle donc binding expression evaluate, ça va me retourner un iValue que je vais fournir donc à la fonction que j'ai montré précédemment, et qui sera affiché à l'écran. Je vous dispense de toute la mécanique dans laquelle je tape dans l'edit avec un onKey press, je saisis la chaîne, je l'envoie donc à cette fonction, et cette fonction l'affiche dans un mémo. Alors, exécutons l'ensemble. Voilà, j'ai exécuté, donc quelques expressions simples, par exemple 6 plus 12, parfait, le résultat est donc bien 18. Alors, je peux essayer par exemple, des concaténations de chaînes. À ce niveau-là, les guillemets doubles et les guillemets simples sont indifférents. Donc, A, B, C, plus, on va dire, HIJ, parfait, boum. Et là, j'ai donc le résultat de la chaîne concaténée. Je peux avoir des expressions plus simples qu'une addition. Parenthèse 23, plus une autre valeur, 78, parenthèse, divisé par 145. Voilà, et ça me donne donc une valeur à cet endroit-là. Je peux aussi effectuer des comparaisons, donc supérieur, inférieur, etc. Donc 133 supérieur 78, et me répond true. Parfait. Nous avons une petite difficulté toutefois actuellement avec les réels. Du moins, moi, je ne suis pas arrivé à voir comment les manœuvrer, parce que si j'utilise la virgule française, donc 12,3, il n'en veut pas. Si j'utilise le point à la place, il n'en veut toujours pas. Et donc la seule façon que j'ai trouvée actuellement, c'est d'utiliser la notation scientifique qui, elle, est indifférente. Elle ne dépend pas ni du panneau de configuration Windows, ni des règles américaines du point décimal. Par exemple, si je veux taper pi, 314, E moins 2, voilà, et j'ai calculé pi. Bravo! Alors l'environnement FireMonkey nous permet aussi d'utiliser des fonctions à l'intérieur de nos expressions.
Il s'agit par exemple de calculer des arrondis, de faire donc des conversions de certaines valeurs vers des chaînes, etc. Alors ces fonctions ne sont pas disponibles par défaut dans nos expressions, il faut simplement que nous les incluions dans l'environnement. Il existe donc un certain nombre de ces fonctions qui sont déjà créées, mais nous devons les inclure en appelant getMethodScope. Alors getMethodScope va créer un environnement, et cet environnement, nous devons l'ajouter à l'environnement qui va déjà contenir nos variables que nous utiliserons dans cette expression. Alors, pour savoir déjà les fonctions qui existent, nous allons afficher les méthodes standards, et dans une deuxième étape, nous ferons donc la construction d'une méthode, d'une fonction spéciale, par exemple la conversion d'un réel en un entier, que nous inclurons dans notre environnement. Voici tout d'abord la procédure qui me permet d'afficher les méthodes qui sont déjà enregistrées dans l'environnement. Donc pour cela, j'utilise donc un getRegisteredMethods en utilisant donc une factory. Et à l'intérieur de celle-là, donc je fais une boucle qui, elle, va m'afficher simplement la description de ces méthodes. Alors simplement, je trie ici la chaîne de caractères et je la retourne sous forme d'une liste délimitée par des virgules. Voici l'exemple. Donc là, je fais l'affichage de la méthode, et vous voyez que dans les méthodes qui existent, vous avez dans l'ordre format, format datetime, lowercase, minmax, etc. Bien. Maintenant, nous allons donc, dans notre expression, utiliser quelques-unes de ces fonctions qui sont disponibles. Pour cela, donc, je vais avoir une autre fonction qui va recevoir une string en entrée, qui va me retourner une string que j'affiche. Je commence donc par créer ici un scope de base. Et je crée donc le scope qui contient les fonctions par définition, enfin par défaut, et je les ajoute par la création d'un nested scope. Il s'agit donc en gros d'une pile d'environnements. Je crée l'environnement de base, l'environnement qui contient les fonctions prédéfinies et la concaténation en quelque sorte de ces deux-là. C'est ça qui va définir donc mon scope que je vais utiliser pour évaluer ce que j'ai tapé dans mon edit. Je crée donc une expression, donc createExpression. Je fournis donc la valeur que je veux évaluer, inputExpression. J'appelle la fonction evaluate et j'affiche la valeur que j'ai évaluée dans le mémo que j'ai dans mon application. Donc voici cette application. Je vais donc calculer d'abord une fois l'arrondi, donc round de 1 divisé par, on va dire plutôt 20, divisé par 3, voilà. Et je vois donc que l'arrondi me donne la valeur 7. En gros, c'est pas proche, c'est proche de 21. Donc 20 divisé par 3, 7. Alors, je peux utiliser aussi donc des fonctions qui me passent par exemple en majuscule ou en minuscule. Donc lowercase de alors A, B, C. Voilà, et toute ma chaîne est en minuscule. Je peux naturellement empiler les fonctions les unes dans les autres. Donc là, je vais utiliser un toString. Donc je vais convertir en chaîne quelque chose qui est donc l'arrondi de, on va dire, 40 divisé par 3. Voilà, et je vois donc la valeur 13. Très bien. Voici à présent comment nous pouvons créer notre propre fonction que nous ajoutons à l'environnement des méthodes, des fonctions prédéfinies. Nous pouvons donc utiliser une procédure register de notre méthode. Pour cela, nous utilisons registerMethod, la fonction donc de binding methods factory, avec donc une description. Nous créons une description de méthode qui appelle makeInvocable avec un certain nombre de paramètres. Honnêtement, cet exemple, je l'ai copié dans les démos de Delphi X2. Je serais incapable de l'inventer tout seul. Fondamentalement, ça utilise ici une méthode anonyme qui va donc simplement appeler de façon assez éhontée la fonction prédéfinie reverseString qui existe déjà. Fort bien. Donc quand je lance l'exécution, je crée donc ici, j'appelle la méthode que je viens de montrer, et si j'affiche l'environnement, je vois que ici j'ai bien
custom reverse string, comme elle commence par un C, elle est avant les autres méthodes prédéfinies que j'avais déjà dans l'environnement. Et je peux donc inverser quelque part une chaîne. Donc j'appelle ici custom reverse string A, B, C. Et là je vois bien CBA qui m'est retourné en utilisant cette fonction que je viens de créer. Jusqu'à présent, nos expressions ne contenaient que des valeurs littérales. Or, le but ultime, nous l'avons précisé, c'est effectivement d'arriver à lier quelque part un dataset à un DB grid. Donc, il faut que nous puissions inclure dans nos expressions des objets. Alors, nous pouvons inclure donc ces objets. Pour cela, il faut donc appeler wrapObject, parce qu'il faut non seulement avoir quelque part l'objet, mais il faut avoir quelque part son nom, pour que la string, quand nous mentionnons l'objet, l'environnement sache retrouver quelque part l'objet. Et une fois que nous avons fait donc cette encapsulation de l'objet, wrapObject, nous avons deux choix. Soit nous utilisons cet objet comme un objet self, auquel cas nous pouvons le citer par le mot self, self.count, si c'est par exemple un objet stringlist. Et si l'objet est référencé comme self, à ce moment-là, nous pouvons même directement utiliser ses propriétés, capacity, text, etc. Une autre solution qui est naturellement précieuse lorsque nous avons besoin de plusieurs objets, ils ne peuvent pas tous s'appeler self, auquel cas nous pouvons associer à chaque objet un nom, qui n'est pas nécessairement le name de l'objet Delphi, c'est un nom que nous choisissons, et dans ce cas-là, nous référencerons l'objet par le nom que vous avez choisi, en utilisant derrière la notation dot et la propriété ou la méthode qui nous intéresse. MyString.count plus 33 par exemple. Voici la démo. Nous avons défini une globale que nous avons appelée testObject et nous créons simplement notre string list par tStringListCreate. Alors l'environnement est créé en englobant l'objet par wrapObject dans le scope. Bien. Ensuite, chaque fois que nous tapons dans l'edit, nous avons donc une valeur inputExpression et nous appellerons donc cette fonction. Cette fonction est exactement la même que précédente. Nous créons donc un bindingExpression à l'aide de createExpression. Nous fournissons le scope qui contient donc notre testObject et l'expression que nous avons appelée dans l'edit. Le résultat apparaît donc dans le mémo à l'aide de la fonction qui calcule donc la valeur et l'appel à bindingExpression evaluate. Voici l'exécution. Donc ici, nous créons notre objet de base et ensuite nous pouvons appeler par exemple directement self. Ça c'est l'objet global. Comme nous ne pouvons pas afficher toutes les propriétés, il va donc simplement afficher le class name. C'est ce que nous avons vu dans notre fonction d'affichage. Maintenant, nous pouvons lui demander quel est le nombre d'objets, donc de string, pardon, qui est contenu donc dans notre liste. Entrée. Et la valeur est bien une valeur 0. Alors, puisque c'est un objet self, nous pouvons directement appeler les méthodes et les propriétés sans préfixer par self, donc count, et la valeur est à nouveau 0. Nous pouvons ajouter aussi des valeurs avec la fonction add. En fait, cette fonction est une fonction qui nous retourne la position dans laquelle a été placée cette string, donc ABC, parenthèse, voilà. Il me dit bien que j'ai ajouté la valeur. Je peux vérifier donc en appelant count, et là maintenant il me dit que la valeur, j'ai bien une chaîne dans ma tString list, et je peux référencer cette chaîne en appelant donc par exemple self.strings crochet de 0. Voilà. Et self string de 0 est égal à ABC. Voici l'exemple où je crée un objet avec un nom pour mon environnement. Donc je crée toujours ma tStringListCreate. Et maintenant l'environnement, je l'utilise en appelant createAssociationScope. Donc dans mon environnement, je placerai quelque chose qui va associer donc mon objet testObject à une chaîne de caractères que j'utiliserai dans mon edit, myStringList. Et donc ça se fait par cette notation-là. Parfait. La fonction qui, elle, va évaluer est exactement la même qu'avant. Donc simplement, je crée mon expression de bindings, j'appelle evaluate et j'affiche dans mon edit. Donc voici l'exécution.
Je crée donc l'objet et l'environnement. Et maintenant, si je lui demande donc myStringList, comme c'est une classe, il m'affiche le type complet qui est bien tStringList, donc une surprise. Si je lui demande myStringList.count, il va me dire qu'il y en a 0, etc. Je peux donc faire par exemple ajouter une valeur, donc add.add de def. Voilà. Et ensuite afficher count par exemple. Et me dit bien qu'il y a une chaîne. Nous arrivons enfin aux bindings qui permettent d'avoir à la fois une expression en entrée et une expression en sortie. Par exemple, nous pouvons très bien dire que nous souhaitons modifier la propriété capacity d'une tStringList ou d'une façon plus générale, demander par exemple le calcul d'un prix total d'une facture, sachant que nous avons un objet qui est l'élément par exemple, et ensuite nous avons quelque part un objet quantité ou un edit qui contient une quantité. En fait, nous devrons donc créer à ce moment-là un expression binding qui va contenir à la fois l'expression source, donc ce qu'on doit calculer la valeur, et ensuite l'expression destination avec son environnement qui va dire dans quelle variable nous souhaitons déposer les valeurs ainsi calculées. Le but naturellement, c'est d'arriver quelque part à avoir un dataset data source qui fournisse les valeurs, qui sont ensuite affichées dans un contrôle Windows de type dbgrid, ou dbedit, dbmemo, dbimage, etc. Alors de cette origine essentiellement de base de données, donc un data source et un contrôle dbgrid, il reste au niveau de la terminologie le terme de source et de contrôle. Alors contrôle c'est un peu ambigu parce que moi j'aurais tendance à dire que contrôle c'est ce qui contrôle le calcul. Mais pas du tout, il s'agit en fait, si vous voulez, de l'image, data source et le contrôle dbgrid. Nous utiliserons de façon alternative la source et la destination ou target, ou encore on trouve dans la documentation input et output. Ces dernières notations d'ailleurs sont légèrement trompeuses, parce qu'il se peut aussi que nous ayons des expressions qui soient bidirectionnelles. Elles peuvent aller de la source vers le contrôle ou du contrôle vers la source, voire les deux. Néanmoins, nous préférons toujours commencer à parler de la source, ensuite de la destination, simplement pour voir un peu dans quel sens ça se déroule, sachant que nous pouvons renverser le calcul. Alors au niveau du fonctionnement, il s'agit ici en fait quasiment d'une affectation. Prenons une affectation simple, amount devient price fois quantity. Alors dans ce cas-là, vous avez du côté droit, donc write value, une expression avec des variables, et le compilateur va aller chercher en mémoire la valeur de price, va aller chercher la valeur de quantity, et va faire le calcul. La partie de droite, R value, write value, consiste simplement à calculer une valeur. Et cette valeur est ensuite stockée dans la variable citée à gauche, donc left value, et left value, ce qu'on veut faire, c'est stocker à l'adresse de la variable amount, la valeur calculée à droite. Donc en gros, R value, ce sont les valeurs, et left value, ce sont les adresses mémoire. Bien, alors maintenant nous allons donc faire quelque chose qui va nous permettre de manipuler quelques propriétés de notre tStringList. Nous avons donc un objet tStringList en entrée, et nous souhaitons modifier par la mécanique des live bindings les propriétés comme capacity de cette tStringList. Pour créer donc notre objet tStringList, nous procédons comme d'habitude. Donc, mon objet devient tStringListCreate et je crée simplement une enveloppe autour de cet objet. Pour la fonction donc qui va calculer notre expression en entrée et en sortie, nous avons donc prévu deux parties. La première partie ici est la même que précédemment, donc elle me permet d'évaluer une expression en entrée et elle sera utile pour par exemple afficher le nombre de chaînes dans la liste, count, pour lequel je n'ai donc pas un deuxième paramètre en sortie, je veux juste savoir la valeur d'un paramètre. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux expressions, une expression en entrée et en sortie. Ben, j'utilise exactement le même appel pour créer donc ma binding expression, avec d'une part le scope en entrée et l'expression en entrée, et le scope en entrée et l'expression en sortie. Notez en fait que dans ce cas-là, j'utilise le même scope, mais si par exemple je voulais utiliser un objet article qui serait situé dans le scope d'entrée
et envoyer la sortie dans un objet facture, ben naturellement j'aurais créé un deuxième scope qui me permettrait donc d'évaluer l'expression en sortie. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de l'exécution. Donc, je clique là pour créer mon objet. J'ai maintenant deux choses à rentrer, l'expression en entrée et optionnellement l'expression en sortie. Donc, si je lui demande self, il va me dire que c'est effectivement une string list. Si je demande count, il va me dire effectivement, donc entrée, il va me dire que le nombre d'expressions c'est 0. Et alors maintenant, si je veux changer la valeur de capacity, je lui dis 17 et je mets cette valeur dans capacity. Donc string list capacity, entrée, il me réplique qu'il a mis 17. Et pour le vérifier, donc capacity, je supprime ça pour n'avoir qu'une seule entrée. Il me confirme bien que la capacité a maintenant la valeur 17. Alors je peux faire des choses un peu plus intéressantes que simplement manipuler la capacité. Par exemple, je vais mettre une suite de chaînes dans la propriété delimited text de ma string list. Donc je vais taper k,l,m. Voilà. Je vais les mettre dans delimited text. Voilà. Donc il m'a bien accepté ça. Et si maintenant je lui demande count pour vérifier combien il a de chaînes, count, tab, il me dit qu'il a bien 3 chaînes à présent. Je peux même lui demander d'afficher entièrement la propriété texte, donc string text, qui va me sortir toutes les 3 chaînes avec des retours chariot, tab, tab, et donc là j'ai K, L, M. Un autre exemple, serait d'intervertir deux string de ma liste. Donc je décide d'affecter à strings crochet de 1, de 0 on va dire, la valeur qui est dans strings crochet de 2, donc la dernière. Très bien. Il me dit qu'il a donc fait cette manipulation. Le résultat de l'affectation n'a pas une valeur connue. Maintenant, si je lui demande texte, entrée, il me dit que c'est KKLK au lieu de KLM. Parfait. Donc j'ai bien, à la fois en 1 et en 2, la même valeur de chaîne. Lorsqu'une expression comporte des types différents, il est nécessaire, d'après les règles de Pascal, d'effectuer des conversions. Alors, dans le cadre live bindings, ces conversions sont effectuées par des fonctions qui s'appellent des converters. Ces converters, il en existe déjà un certain nombre qui font les conversions, par exemple, d'entiers en chaîne, et elles sont automatiquement donc initialisées dans le cadre des live bindings et sont appelées automatiquement, en effet. Live bindings utilise RTTI, en utilisant donc runtime type information, il arrive à voir quels sont les types des différents éléments d'une expression et fait les conversions si elles sont nécessaires. Alors nous pouvons afficher les conversions standards et donc faire un exemple dans lequel ces conversions seront utilisées par exemple pour convertir une string en un entier. Alors maintenant nous pouvons à titre d'exemple aussi créer un convertisseur nouveau, donc un custom converter, et nous ferons un exemple dans lequel on va convertir un réel en un entier en choisissant de le tronquer. C'est un exemple un peu, je vais dire, arbitraire, parce qu'à ce moment-là, dès que nous avons un entier, il risque d'être converti sans trop nous demander notre avis. Quoi qu'il en soit, voici l'exemple. Ici, vous avez donc la procédure qui nous permet de faire l'affichage des converters qui existent déjà. Pour ça, je fais donc une boucle qui va regarder donc en utilisant getConverterDescriptions, tous les convertisseurs qui sont, donc for converterDescription in converterDescriptions, et ensuite je les affiche, je les ajoute simplement à une tstring list pour l'affichage, je trie cette tstring list et je la transforme en une chaîne délimitée. Bien, alors voici l'exemple qui fonctionne. Donc là, j'ai ma procédure qui appelle cette procédure, le bouton, et quand j'appelle, il me dit qu'il a déjà boolean to string, boolean to variant, float to string, etc. Alors je peux les utiliser directement en essayant de le faire. Pour cela, donc, je crée quelque part ma tstring list par défaut, voilà qui est fait. Et maintenant, je peux lui dire que je veux mettre une capacité de 17, c'est l'exemple qu'on a fait auparavant, donc 17 capacity.
Entrée, il me dit qu'il a une capacité de 17. Je pourrais aussi lui dire que je veux, avec une string 18 capacity, voilà, entrée, et là il me dit que la capacité est 18. Je peux le vérifier, donc capacity. Et il me répond que c'est bien 18. En revanche, je ne peux pas lui demander de mettre une valeur qui n'est pas un entier. Donc si je lui demande de convertir par exemple 5 divisé par 2 capacity, voilà, il a une conversion parce qu'il ne peut pas convertir le réel 2.5 en une capacité qui est un entier. Nous allons donc créer pour cela un converteur spécial qui va donc prendre la valeur 5,5 et me la convertir en 2. Voici la procédure qui fait la conversion, enfin qui crée le nouveau converteur. Donc je lui donne un nom, float to int converter, et ensuite j'appelle register conversion en utilisant une factory. Premier paramètre, ce sont tous les types que je veux convertir, donc toutes sortes de réels, des extended, single, double, tous les types destination, donc integer, int64, et ensuite quelque part un converter description qui lui va utiliser une fonction, une procédure anonyme ici, qui va donc faire la round avec comme paramètre additionnel le nom de ma fonction de conversion, donc float to int converter. Ici aussi, j'ai pris l'exemple dans les démos de Delphi X2. Alors, au niveau de l'exécution, donc premièrement, je crée donc mes converteurs, voilà, et si je les affiche, je vois que maintenant j'ai ici float to int converter. Alors, je peux utiliser cette conversion, je peux lui dire par exemple, je vais mettre une capacité de, on va dire, 17 divisé par 2 capacity, entrée, il me dit qu'il essaye donc de calculer sur la valeur 8,5, ce qui n'est pas faux. Et si tu demandes maintenant quelle est la valeur donc de capacity, capcam, et là il me dit que c'est bien la valeur arrondie à 8. Alors il semblerait qu'il ne soit pas capable de cumuler les conversions. Si je lui dis par exemple, je mets dans une string, donc guillemets, je mets par exemple 37 divisé par, on va dire, 3, voilà, et ça je vais le mettre dans capacity. Entrée, et là, il n'accepte pas parce que je lui demande de faire à la fois un calcul pour arrondir le réel en entier, ensuite de transformer le entier en string, et ça c'est peut-être un peu compliqué pour lui actuellement. Abordons à présent la différence entre les managed et les unmanaged bindings. Ce que nous souhaitons, c'est créer quelque part une expression source, et chaque fois que nous modifions une des variables de la source, la destination est automatiquement réévaluée. Sans le dire en effet, auparavant, nous avons créé des expressions qui étaient unmanaged. Si nous souhaitons modifier la valeur de la source, il faut chaque fois recalculer expression binding et réappeler essentiellement evaluate. Alors, pour arriver à avoir le second type managed binding, au lieu d'appeler tbindings create unmanaged bindings, ce qui était le cas auparavant, il faut appeler simplement create managed binding. Alors, ce qui caractérise ces bindings, c'est qu'ils appartiennent fondamentalement à App Manager. Donc de ce côté-là, les expressions appartiennent au moteur. Il connaît donc exactement les sources et les destinations. Et il gère en interne une liste de dépendances qui lui explique quelles sont les relations entre les variables en entrée et les variables en sortie. De sorte que lorsque nous modifions la valeur d'une variable en entrée, il se chargera de relancer automatiquement le calcul. Alors il faut bien insister sur le fait que ces modifications, pour qu'elles soient réévaluées automatiquement, doivent être des modifications par une expression source. Si j'insiste si lourdement, c'est naturellement parce que si nous modifions directement par code, par une affectation dans un clic d'un bouton, la valeur d'une propriété, qui par hasard appartiendrait à une expression source, la modification directe ne sera pas prise en compte et nous le verrons dans l'exemple qui suit. Nous commençons par créer un objet qui contient donc une propriété entière et une propriété string, et dans les expressions que nous allons calculer, nous affectons la valeur de l'entier à la string. Ensuite, nous allons modifier par une expression la valeur de l'entier,
et nous vérifierons que cette valeur a bien été propagée automatiquement, managée, à la source. Voici l'exemple. Nous créons ici notre objet en appelant cIntegerCreate. Ensuite, dans notre fonction d'évaluation, à cet endroit-là, nous avons les deux cas. Le premier qui simplement nous permet de vérifier la valeur d'une expression simple, count, self, etc. Là. Et ici, ce qui distingue des exemples précédents, c'est que nous appelons donc maBindingExpression devient create managed binding. C'est tout. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Voilà, nous avons créé l'objet. Alors, pour vérifier l'objet qui est créé, self, entrée, c'est bien cInteger. Voici. Alors, nous allons maintenant affecter la valeur integer, donc la propriété à string prop, entrée. Et pour vérifier que la valeur a bien été transférée, donc affectée depuis l'entier vers la string, j'affiche string prop. Tab, et je vois bien que la chaîne a maintenant non plus l'entier, mais la chaîne a pris la valeur 22. Jusque-là, rien de spécial. Maintenant, je vais modifier l'entier, donc integer prop, je mets une valeur modifiée, tab. Oups, je vous remercie d'avoir posé la question. En fait, je ne peux pas affecter une valeur de integer prop à entier, mais je dois mettre 7777 dans integer prop. Entrée, c'est pas mieux ainsi. Et donc maintenant, je vais vérifier que la valeur a bien été propagée à la chaîne. Donc là, je lui demande de réafficher string. Voilà, tab. Et là, je vois bien que la chaîne a automatiquement pris la valeur que j'ai affectée à l'entier. Donc, l'expression est managée. Je vais modifier ici ma classe entier en ajoutant simplement une fonction increment avec une certaine valeur qui me permet donc simplement d'ajouter à la propriété integer prop la valeur que je lui demande d'ajouter. Voici l'exécution. Donc là, je crée l'objet le même que précédent, mais avec cette fonction d'incrémentation. À titre d'information, donc self, c'est bien cet objet. Ensuite, j'affecte donc integer prop à string prop. String prop, voilà. Donc il a bien la valeur 22. Si je demande donc de réafficher la valeur de string prop, j'ai 22. Alors maintenant, je vais appeler ma fonction d'incrémentation, donc f_integer. Je vais lui ajouter par exemple 2000 ou 8000, on va dire. Voilà. J'affiche integer prop. Il a bien la valeur 8022. Integer prop, pardon. Il a bien la valeur 8022, que voici. Et si je lui demande string prop, il a encore la valeur 22. Donc l'affectation par la fonction directe de l'objet n'a pas affecté, n'a pas été propagée, cette valeur n'a pas été propagée à la valeur de la string. Pour que la valeur que nous avons modifiée de integer prop soit automatiquement propagée à string prop, il faut que nous appelions donc tbindings.notify. Pour arriver à faire cet appel, depuis notre petite mécanique avec nos boîtes d'édition et notre mémo, nous avons créé une classe auxiliaire qui va simplement avoir une fonction, une procédure notify, dans laquelle nous passerons donc notre objet integer ici, et la propriété que nous souhaitons, donc, nous souhaitons informer le moteur qu'elle a changé, donc integer prop. Donc voici cette procédure, elle appelle simplement tBindingsNotify à object. Alors, cet objet, donc un objet a priori, il n'a rien de particulier à part cet appel à tBindingsNotify.
Au moment où nous faisons notre appel, nous déclarons donc quelque part une variable globale AppManager de ce type-là, et cet objet est simplement créé en même temps que nous créons notre objet integer. CInteger create, CAppManager utile devient CAppManager utile create. Bien. Alors, maintenant, au moment où nous créons l'environnement, c'est là que ça change un peu. Donc, nous créons donc un environnement vide avec tDictionary scope create. Et nous ajoutons donc à cet environnement global notre utilitaire donc qui va appeler Notify. Donc nous enrobons wrapObject de AppManagerUtile et nous lui donnons un nom MyAppManager et nous pourrons donc invoquer dans une expression dans notre edit MyAppManager en appelant Notify. Alors, à cet environnement qui contient donc à présent un objet qui me permet d'appeler Notify, nous ajoutons les autres objets dont nous avons besoin, par exemple notre objet CInteger ici. Notre environnement est donc composé d'un objet qui permet d'appeler Notify, un objet utilitaire, et deuxièmement un objet utile qui est donc notre entier. Le reste n'a pas changé, donc en gros nous avons donc le cas dans lequel nous souhaitons ici faire l'affichage de count, etc. Donc une simple expression. Et ensuite nous appelons create manage binding, ici, exactement comme dans les exemples précédents. Voici donc maintenant l'exécution. Voilà l'exécution. Donc là, je vérifie que j'ai bien le bon objet, self, CInteger, c'est bon. Deuxièmement, MyAppManager. Voilà, donc il a bien compris qu'il avait cet objet dans l'environnement. Maintenant, je vais donc affecter donc integer prop à string prop. Parfait. Je vérifie que string prop a bien la valeur 22. Voici. Maintenant, je vais appeler en incrémentation donc f inc integer, on va dire de 7000. Parfait. Je vérifie la valeur de integer propre. C'est bien 7022. Maintenant, je vérifie string propre qui n'aurait pas changé. 22. La propagation n'a pas été réalisée. Et maintenant, myAppManager.notify de self integer propre. Notez que là, la chaîne vide permettrait de jouer sur toutes les propriétés. Quand je dis chaîne, il s'agit bien d'une chaîne. Integer propre. Voilà. Et donc maintenant que j'ai appelé cette procédure notify, string propre, et voici la valeur qui à présent a été propagée de l'entier à la string. Quand les live bindings sont sortis en septembre, enfin fin août, nous avions écrit un petit article pour essayer de comprendre la mécanique. Cet article est publié sur notre site, nous avons les références en fin de cette présentation. Et nous avions tapé, non pas au niveau 0, donc les expressions de base que nous avons présentées pendant cette conférence, mais juste un cran en dessous, au niveau des binding expression default. Alors ce type d'objet nous permettait donc de créer une structure où on avait un article et une facture. Et donc nous avions dans root scope l'ensemble donc des environnements pour évaluer notre expression. Et donc nous utilisions la propriété fBinding pour arriver donc à lancer la compilation. Donc il y a un objet, enfin une interface iCompiledBinding qui a la propriété assez intéressante de pouvoir faire un debugging du pseudo-code, donc du code élémentaire de la machine à pile pour faire le calcul. Binding expression permet donc de faire la compilation d'un ensemble d'associations. Dans les associations, vous avez l'objet, par exemple mon objet entier, et le nom que vous donnez à cet objet.
Et ensuite, vous avez donc les sorties binding output. Donc output, c'est quelque chose qui contient donc des valeurs, fondamentalement des locations. Donc on a dit qu'en entrée, vous avez des expressions et en sortie, vous avez des adresses iLocation. Vous pouvez voir l'article pour plus de détails. Nous allons terminer avec un petit exemple que nous allons construire ensemble. En gros, nous avons une source qui est un spin edit. Et lorsque nous modifions la valeur à l'aide donc des flèches de spin edit, nous voulons que cette valeur soit propagée dans un simple edit qui est donc que nous avons appelé control edit. Donc source spin edit et control edit. Pour créer la liaison, nous descendons de la tool palette un T-Bindings List. Bien. Et puis, depuis le contrôle destination, nous créons un bindings. Alors, il a une propriété live bindings. On pourrait donc l'utiliser, mais le plus simple, c'est d'utiliser le raccourci en bas de l'inspecteur d'objets, New Live Bindings. Voilà. Le dialogue des New Live Bindings nous présente tous les live bindings que nous pouvons utiliser dans le cadre de ce contrôle T-Edit. Et en fait, c'est la meilleure source d'inspiration quand nous cherchons à utiliser un live binding avec tous ceux qui ont déjà été prédéfinis sur la palette. Alors, nous choisissons la première qui est un T-Bind Expression. Et vous remarquez donc dans le panneau de structure que j'ai un Control Edit qui contient des live bindings, dont une Bind Expression Control Edit qui est là. Alors, quand nous cliquons dessus, nous voyons que nous avons à cet endroit-là donc à la fois le Source Component et Source Expression. Donc là, ça concerne le Spin Edit et Control Component et Control Expression. Alors, Source Component, c'est naturellement notre source Spin Edit. Et l'expression, c'est value, ce serait position si on avait pris un trackbar. Pour le contrôle, il a déjà été défini parce que nous avons créé l'expression à partir de lui. Et dans l'expression, nous l'avons stocké dans texte. Très bien. Alors on est un peu surpris parce que la valeur n'apparaît pas. Une fois de plus, c'est Notify qui est à l'œuvre. Alors pour cela, il faut aller donc sur le source SpinEdit et créer son événement onChange. Donc, nous créons son événement onChange. Voilà. Bien. Et dans cet événement, nous tapons donc l'appel à Notify. Donc là, nous disons que c'est le source qui est l'objet qui va être modifié, qui doit propager la valeur. Et la valeur qui nous intéresse, c'est value. En mettant une chaîne vide, apostrophe, apostrophe, ça propagerait les modifications de toutes les valeurs de la source. Bien, nous compilons. Et vous voyez donc que maintenant, le contrôle a bien pris la valeur correspondant à la source. Et quand nous modifions, donc, les valeurs sont correctement synchronisées. Mentionnons simplement qu'un des outils les plus précieux pour le travail avec nos live bindings, c'est le Bindings Editor, Expression Editor, pardon. Donc celui-là, nous pouvons l'obtenir en cliquant deux fois, par exemple, sur le Binding List. Ce Binding List va nous lister à cet endroit-là exactement tous les live bindings que nous avons créés. Ici, nous avons donc ouvert le Binding Expression Editor. Et donc là, il nous rappelle sur la première ligne que le contrôle, c'est l'edit. Et la propriété que nous voulons modifier, c'est texte. Cette valeur provient de source SpinEdit et c'est value, la modification donc de la valeur de SpinEdit qui va donner la valeur. Nous avons ici rappelé exactement la même information, control text et source value. Nous pouvons ensuite appeler ici l'évaluation, donc nous avons ici le type, bien, même chose. Alors par exemple, nous allons dire que nous venons évaluer value plus 45, voilà. Et donc à ce moment-là, vous voyez que la source c'est ça. Nous demandons l'évaluation de la source 67. Assign to control 67. En fait, parce que notre SpinEdit avait une valeur 22, 22 plus 45, 67. Très bien. Delphi a donc créé toute une série de composants qui nous permettent automatiquement de lier donc des contrôles
source et des contrôles destination. Vous pouvez en voir la liste en regardant simplement dans l'inspecteur d'objets, et il existe aussi sur SourceForge des exemples qui vous donnent donc des illustrations de tous ces exemples. Ceux-ci sont communs à la VCL et à FireMonkey, et FireMonkey, comme pour FireMonkey, les live bindings sont réellement fondamentaux pour arriver à gérer les bases de données, où il y a des composants spécifiques, beaucoup plus faciles d'utilisation, comme nous l'avons montré dans notre tout premier exemple. En conclusion, nous pouvons dire que la librairie des live bindings est une belle mécanique, une mécanique complète. Néanmoins, sa complexité surprend un peu. Le deuxième point, c'est que on a un peu de difficulté à comprendre pourquoi il faut appeler Notify. C'est certainement la critique la plus fréquente qu'on entend. Pourquoi n'ont-ils pas niché la propagation de la modification de la source dans une propriété? Quand vous avez une propriété, il y a get et set. Et quand vous faites un set, il suffisait d'avoir quelque part un booléen, peut-être, qui aurait pu être utilisé pour dire, dans ce cas, je veux propager la valeur donc de ce qui a été modifié vers les expressions de destination. C'est un point qui reste à investiguer. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Alors, FireMonkey utilise donc essentiellement les live bindings pour gérer les bases de données. On n'a pas d'autre solution. Donc, pour gérer les bases de données, vous êtes obligé d'apprendre les live bindings. Ils sont de ce côté-là très simples, puisque tout a été encapsulé par des composants de niveau supérieur. Pour la VCL, c'est peut-être moins impératif de les utiliser. Je dirais, premièrement, vous pouvez avoir des démangeaisons pour faire des évaluations de string. Donc, vous avez là un moteur d'expression. Bon, il y en a plus simple, certainement, mais enfin bon, il sait évaluer des propriétés de composants, ce qui n'est pas tout à fait aussi trivial. Il faut utiliser RTTI. Deuxièmement, nous pouvons bien sûr l'utiliser pour lier des composants qui ne le sont pas par des DB, edit, DB, listbox, DB, etc. Par exemple, on pourrait utiliser un trackbar qui propagerait les modifications de l'onglet vers la position dans un DB grid. Voici quelques références concernant ce sujet. Tout d'abord, la documentation wiki en ligne, et je préfère pour ma part la documentation en anglais qui évite les interprétations de traduction. Je citerai aussi les deux présentations de Jim Tierney, qui est une personne de chez Embarcadero, sur les live bindings, dont s'est inspiré en grande partie cette présentation. Alors, juste après la présentation de Delphi X2, j'avais pour ma part écrit deux articles. Un premier donc qui présentait les live bindings, en gros comment les utiliser, et un deuxième qui allait chercher dans l'architecture des live bindings en utilisant donc l'affichage à la fois des classes, des données, et en transformant, surtout pour les scopes par exemple, les interfaces en objets avec la technique donc de conversion interface-objet. Bien. Alors le site contient en fait, le site français-américain contient en fait 7 articles sur Delphi X2. Donc on avait écrit à la fois des articles sur FireMonkey, l'architecture de FireMonkey, les styles, les animations. Là, une présentation générale sur Delphi X2. Et ces articles comprennent donc comme d'habitude un texte avec donc des figures, texte d'explication, des figures, diagrammes UML et les démos que vous pouvez télécharger. Et maintenant, comme le disait Alfred Hitchcock, quelques mots de notre sponsor, à savoir moi-même. Donc vous pouvez lire tous les articles que nous fournissons sur notre site www.jcolibri.com. Il y a aussi un site américain, felix-colibri.com. Le mail, si vous souhaitez me poser des questions, jcolibri@jcolibri.com. Et n'oubliez pas de mettre votre email si vous souhaitez une réponse, sinon je ne peux pas faire grand-chose. Le téléphone 01 42 83 69 36. Ce qui nous occupe pendant nos journées, essentiellement donc des développements sur mesure pour nos clients, bien sûr beaucoup de gestion de bases de données, stock, facturation, et depuis, je dirais, le regain de l'intérêt de Delphi depuis Delphi 2007, nous avons pas mal de projets de migration, que ce soit depuis le BDE. Bien sûr, l'arrivée d'Unicode avec Delphi 2009 a ajouté son lot de problèmes que nous pouvons résoudre, et aussi X2. Nous avons aussi pas mal de programmation Internet, Socket Windows,
Récemment, on a encore fait, par exemple, un serveur de requête Access, Access étant assez malheureux pour envoyer des résultats par Internet. Donc, on a fait un petit serveur TCP/IP avec Indy et un client de l'autre côté. Et des projets services web. Et à part ça, bon, des problèmes très particuliers comme des interprètes et des compilateurs. Alors, nous avons un catalogue assez large de formations Delphi depuis 1995. Elle couvre à la fois des formations horizontales, je dirais des formations d'initiation, 3 jours, ou des formations complètes allant de Delphi 7 à Delphi X2, si les étudiants souhaitent travailler sur une version particulière de Delphi. Nous avons en revanche des formations verticales beaucoup plus pointues, essentiellement dans le domaine des techniques objets, donc programmation objet, écriture de composants, et un peu plus méthodologiques, les techniques UML, donc comment concevoir et mettre sur pied un projet, les techniques de reverse engineering, donc des formations dans ce domaine. Pour les bases de données, nous couvrons tout le spectre, bien sûr, comme Delphi, alors à la fois des moteurs qui sont des moteurs desktop, ou bien des bases client-serveur, des techniques multiniveaux utilisant essentiellement DataSnap. Pour les moteurs SQL, donc ça va de DBase Paradox pour les projets anciens, et maintenant Firebird qui apparemment est la base la plus utilisée sous Delphi, et ensuite MySQL, SQL Server, Oracle, voire même Postgres. Alors, nous avons aussi des formations pour Rave Report qui, je dirais, a une documentation qui pourrait, je veux dire, nécessiter une formation, et bientôt Fast Report. Alors, formation sur XML Service Web et formation pour construire des sites web, intra-web, donc VCL for the Web. Plus pointu encore, des formations sur les threads, qui en général posent un certain nombre de problèmes au niveau de la communication entre la forme principale et les différents threads, ou entre les threads, et la gestion de la fin des threads, et les programmes, la programmation donc des sockets TCP/IP que j'ai évoqué plus tôt. Alors toutes ces formations verticales, nous les avons concentrées dans une formation perfectionnement de 5 jours, qui s'adresse essentiellement aux équipes de personnes ou aux personnes qui auraient déjà baroudé dans Delphi pendant, je dirais, entre 6 et 3 ou 4 ans et qui souhaiteraient bétonner un certain nombre de concepts. Donc ces formations sont adaptées à ce niveau-là. Et naturellement, nous sommes disposés à venir sur votre site, auquel cas vous avez le choix à la fois de la durée et vous pouvez puiser dans tout notre catalogue de formations les sujets qui vous intéressent, plus si affinité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et maintenant, place aux questions.